bienvenue sur Bio Entrepreneur, ravie de vous retrouver sur BioBoss TV. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sergine Dupuis. Bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes la fondatrice de RedPill. Vous êtes finalement spécialisée de manière générale dans le digital, dans la data, dans l'IA. Quelle est la vocation finalement de vos diverses entités ? Notre vocation unique depuis le démarrage de l'entreprise, on l'a créée en 2015 avec Marco Tinelli. Ensuite, Xavier Delanglade nous a rejoint. Guillaume Couzy, il n'y a pas très longtemps, qui est l'ex-boss français de Stellantis. Notre mission a toujours été d'aider les entreprises, les champions français à tirer un maximum de valeur du digital, de la tech, de l'IA. On s'est constitué comme un start-up studio pour les aider à innover, pour transformer profondément leur modèle, leurs propositions de valeur, leurs promesses sur le marché, mais également toute la chaîne de valeur marketing, médias, communication. Quand on travaille avec elles, ces entreprises, à titre de start-up studio, on va les aider à aller plus vite, mettre sur le marché des produits ou des services, des propositions qui correspondent aux attentes des utilisateurs. On sait très bien que 90% des entrepreneurs, des boss de ces grandes entreprises ont parfaitement conscience de ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils ont la vision. Néanmoins, seuls 10% savent vraiment comment faire. Pourquoi ? Parce que les gouvernances matricielles sont un peu lourdes, les choses prennent du temps. Il n'est pas toujours facile de sortir un produit ou un service qui soit un peu en rupture par rapport à son cœur de métier. Et donc, on les aide sous une forme d'excubation, c'est-à-dire que nous, on va concevoir avec elles, modéliser, créer, produire cette nouvelle proposition de valeur, la lancer sur le marché, la commercialiser, communiquer dessus, etc. Et donc cette excubation fait que les innovations prennent 18 mois lorsqu'elles pourraient en prendre beaucoup, beaucoup plus dans le cadre de l'entreprise traditionnelle. Et là, on est dans le cadre de la start-up Startup Studio, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Qui était finalement l'ADN fondamental de notre entreprise lorsqu'on l'a lancé. Depuis, on a lancé des startups pour nous-mêmes. C'est ça, voilà, Hermès notamment. Alors notamment Hermès, tout à fait. Hermès, je vous parle d'Hermès. Bien sûr, avec plaisir. Hermès, c'est une plateforme boostée à l'IA, aux algorithmes, qui repose sur une très grosse base de données de plus de 55 millions de profils. Et lesquels 55 millions de profils sont enrichis, segmentables à merci parce qu'elles répondent à une taxonomie de plus de 380 critères sur chacun des profils. Et cette plateforme est connectée avec plus de 80 connecteurs à tous les médias, on ou offline. Et du coup, elle permet, on a plein d'usages pour ça, je vais rentrer dans les détails après, mais elle permet globalement de mieux connaître vos clients, mieux connaître vos prospects. Elle vous permet d'activer des campagnes médias extrêmement facilement auprès de tous ces médias. Et elle permet d'affiner la prise de mesure de pertinence et de performance de chacune de vos campagnes de manière hyper facile. Et cette plateforme, on la met à la disposition des agences déjà, notamment la nôtre, RedPill Media, dont je vais peut-être vous parler, mais également des annonceurs qui eux-mêmes peuvent s'en servir pour faire du retail média, pour mettre en place des plateformes d'activation média multilocale. Par exemple, les retailers s'en servent beaucoup. Elle peut également servir en parfait self-service. Parce que si vous êtes une PME, une petite start-up, une petite entreprise, que vous n'avez pas les moyens de vous payer une agence média traditionnelle, mais que vous avez beaucoup de talent en interne, vous pouvez payer un abonnement. C'est comme un mode SaaS, en fait. Et vous activez vous-même vos médias, vous uploadez votre data, vous faites vous-même vos segmentations et c'est extrêmement facile. Et RedPill Media, justement, est-ce qu'on peut en parler parce que... Alors, RedPill Media se sert beaucoup d'Hermès pour l'intelligence, la finesse, la pertinence des propositions. RedPill Media, c'est l'agence média que nous avons créée il y a quelques semaines officiellement. Mais finalement, ça fait quand même assez longtemps que nous travaillons aux côtés des annonceurs pour améliorer leur efficacité média, à la fois sur des campagnes massives mais précises, grâce à notre data et grâce à la plateforme Hermès. Mais on l'a lancé parce qu'on savait que... et ça, c'est tout l'ADN du Startup Studio et de cette envie entrepreneuriale de transformer en profondeur les choses. On savait que les agences médias traditionnelles, alors que la révolution digitale bat son plein, continue à transformer profondément les usages, on savait que les agences traditionnelles ne s'étaient pas vraiment transformées elles-mêmes. Et il est vrai que lorsque ça fait 50 ans que vous existez, vous avez plus de mal à vous transformer que lorsqu'on crée un nouveau modèle ex nihilo. Et donc Marco Tinelli, qui était mon associé cofondateur et qui avait vendu Full6 sa boîte à Havas, ou moi-même qui était DG d'une des agences médias du groupe WPP,
on savait ce que c'était une agence média traditionnelle. Mmh. Red Pill Media, c'est une nouvelle proposition de valeur parfaitement innovante qui mixe, c'est de l'intelligence hybride. Ça mixe du conseil boutique avec certes des experts médias, mais des experts de la communication, de la transformation globale de votre business, de la créa, de la tech. Et notre plateforme, la data, l'IA, qui va exécuter, mesurer, anticiper et délivrer, faire de l'activation en fait, et toute cette exécution finalement est industrialisée et automatisée par notre plateforme, ce qui laisse aux gens, aux êtres humains, à nos experts, la possibilité d'accompagner le client sur la totalité de la chaîne de valeur marketing. Oui, c'est très holistique, c'est ce que j'allais dire, c'est très 360 finalement. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez parlé effectivement de cette mutation du secteur. Qu'est-ce qui a changé dans votre secteur depuis 10 ans, vous qui êtes au cœur du réacteur, si je puis dire? Alors, dans les agences médias, ce qui a changé, c'est ce dont je vous parlais, et Adrien Vincent, qui en est le boss, donc opère au quotidien auprès des annonceurs ces transformations. Mais globalement, si on reprend du recul sur la totalité du secteur, ce qui a changé en 10 ans, c'est déjà dans le top 5 des capitalisations boursières, il y a 3 plateformes, 2 boîtes de tech, et ça, c'est pas suffisant comme réponse, mais c'est un sacré signe des temps. Et par ailleurs, il y a quelque chose à laquelle nous sommes confrontés au quotidien, c'est l'ultra-accélération de l'innovation avec le Web3, les NFT, la réalité augmentée, virtuelle, la sortie de ce casque complètement fou, ChatGPT, qui est une sorte de miracle, une dinguerie de la technologie. Donc une accélération du temps de l'innovation. Et par ailleurs, une espèce de dilatation du temps de l'entreprise, à laquelle nous, on est beaucoup confrontés. Finalement, les entreprises, en voyant cela avancer très très vite, prennent du recul, discutent, font des réunions, mettent beaucoup de juristes sur le coup dans cette société un peu sécurisée de prévenance et les juristes, les financiers, la compliance, tout ce qui est homologation, etc. prend du temps et un peu de recul sur toutes ces dingueries et ces innovations qui déboulent sur le marché parce qu'effectivement ça fait peur. On parle beaucoup de transhumanisme, on parle de problèmes d'éthique, etc. Donc on peut comprendre que les entreprises prennent du recul et prennent du temps. Mais du coup, leur temps à elles se dilate quand le temps de l'innovation et de l'adoption des usages se contracte. Bien sûr. Alors, vous avez évoqué effectivement tous les projets que vous mettez en place dans le cadre de vos prestations pour vos clients. Est-ce que vous avez des cas d'usage concrets à nous présenter pour que ça puisse parler? Alors, du coup, je parlerai à nouveau du Startup Studio, qui est le cœur de nos activités, avec un joli exemple, c'est l'entreprise May, la start-up May. Pourquoi? Parce qu'elle vient de fêter son premier anniversaire. Et c'est une entreprise que nous avons montée sous la forme d'une nouvelle start-up, donc sous la forme d'un start-up studio, avec le groupe Up, qui est un des leaders mondiaux des avantages aux salariés. Et cette nouvelle innovation, donc le groupe Up est venu nous chercher pour que l'on co-conçoive avec ses équipes, Sylvie Nourry, Boris Jotreau, qu'on co-conçoive une nouvelle proposition de valeur, à la fois pour les DRH qui se servent de ces solutions d'avantages aux salariés, mais également pour les utilisateurs, les employés, qu'on co-conçoive quelque chose de nouveau, plus flexible, qui soit vraiment dans l'air du temps, qui corresponde aux attentes de ces deux types d'utilisateurs très différents. Et on a mis en place une innovation qui s'est transformée en une expérience innovante. Finalement, l'innovation, elle n'est pas très importante, c'est juste la tech qu'il y a derrière. Qui fait que, si on doit synthétiser, on est passé assez récemment du chèque resto papier à une carte prépayée, ce qui était déjà finalement un saut en termes d'innovation. Aujourd'hui, c'est la carte de paiement de l'utilisateur qui est devenue sa carte d'avantage aux salariés. Et donc, en fait, il peut utiliser sa carte de paiement, sa carte Visa, bleue, etc., pour payer... par exemple, une trottinette, un Paris-Bordeaux, l'électricité chez lui parce qu'il est en télétravail, son déjeuner le midi, etc. Toutes ces choses-là peuvent être couvertes parce que le gouvernement a décidé d'accorder comme avantage aux salariés. Et si l'entreprise a décidé en effet que c'était des avantages à accorder à ses propres salariés, pour eux, l'expérience est totalement seamless. Ils peuvent effectivement dépenser et tous les dimanches, ils ont un petit gling-gling dans leur application mobile qui leur donne tout leur remboursement de la semaine. Et ça, c'est de l'open banking. Donc la technologie derrière, c'est de l'open banking, de la data, de l'IA. Ça paraît facile parce que finalement, en tout cas, c'est très facile en termes d'usage. Mais finalement, c'est une exclue de marché encore, 1 an après sa sortie, et donc tous les autres leaders s'y sont pas encore mis. Donc, bravo. Ça nous rassure, on se dit qu'on a été utile. Et bien sûr. Qu'est-ce qui a initié en vous cette envie d'entreprendre à l'époque? À l'époque, pas si lointaine, j'ai commencé à 40 ans
Donc j'avais beaucoup procrastiné entre-temps. Ce qui m'a donné l'envie, la formidable envie d'entreprendre, je l'ai toujours eue, mais c'est le fait d'avoir mis l'idée et pas les moyens de les mettre en place, un énorme désir de liberté, un vrai sens des responsabilités, avoir envie d'être responsable, avoir envie de faire quelque chose dont on sait que potentiellement ça pourra changer quelque chose. Pas forcément une recherche de l'impact absolu, mais néanmoins, voilà, je préfère beaucoup plus prendre des risques et être libre que l'inverse. Apporter au collectif, finalement. Oui, tout à fait. Enfin, avoir l'impression de faire quelque chose et de se réveiller le matin pour... voilà. Voilà, c'est ça ce qui m'a donné l'envie. Ensuite, comme je ne me sentais pas un être complet, parce que j'étais persuadée que pour être entrepreneur, il fallait savoir tout faire, à la fois la tech, la compta, le marketing, chercher des locaux. Ce qui est impossible, hein, on va se dire les choses très franchement. En tout cas pour moi, en toute modestie, pour moi, ce n'était pas possible. Je ne suis pas cet être complet. J'ai des fulgurances, je suis assez 360, mais non. Je ne pouvais pas. Et j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte qu'en fait, je n'avais pas forcément besoin de savoir tout, ce qui est un peu vaniteux d'ailleurs, pour pouvoir lancer une entreprise. Est-ce que vous avez quand même rencontré des obstacles tout au long de ce parcours entrepreneurial et comment vous les avez contournés surtout? Pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, je vais rester dans la problématique du temps. En fait, je pense que le temps est le pire ennemi de l'entrepreneur. Le temps ne va jamais aussi vite que vous. D'ailleurs, quand vous êtes entrepreneur, en général, vous allez déjà plutôt vite et vous êtes impatient et vous avez envie de changer le monde et de le changer tous les jours, si possible. En fait, le temps, notamment lorsque vous travaillez avec les grandes entreprises et dans cette ère de la sécurité, l'homologation, etc., où finalement, chacune des personnes avec lesquelles vous êtes en discussion au sein de l'entreprise sont elles-mêmes responsables d'une petite verticale, mais les uns les autres se surveillent, chacun est responsable d'un petit bout. Et finalement, le temps est très long pour mettre en place quelque chose de concret, pour prendre une décision. Et donc, la façon dont on s'est sorti de ça, parce que finalement, ça nous échappe, hein, donc c'est bien sûr avoir de l'empathie pour cela, parce qu'on travaille avec les entreprises au quotidien, donc il faut qu'on les comprenne. Mais c'est également d'avoir diversifié nos activités. Et puis, pendant qu'une entreprise, une grande entreprise, une très belle marque, se prend la tête depuis à peu près 18 mois pour lancer un POC à 10 000 €. Et bien, heureusement, il y en a 40 autres qu'on va aider pour le média, pour une expérience tech. Bien sûr. Vous voyez, en fait, je pense que diversifier nos activités et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier nous a permis d'avoir des rythmes différents et du coup de compenser tout cela. Ça pourrait être un conseil que vous pourriez donner finalement à des entrepreneurs, de diversifier finalement. Oui, alors que spontanément, j'aurais pu dire, mais pour être entrepreneur, il faut être vertical, il faut savoir creuser les carottes dans le sol, vous voyez, il faut savoir être focus. Mais c'est vrai que la diversification nous a beaucoup aidé. Ce que je donnerais comme autre conseil, c'est il faut être lucide sur vos limites, mais du coup, savoir où vous devez être entouré et par qui vous devez être entouré. Le reste du temps, il faut croire en soi et être pas trop raisonnable. Bon, le mot de la fin, Sergine. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est continuez, n'attendez pas d'être 100% parfaite, ce qui est un désir un peu vaniteux pour vous lancer, et il ne faut pas trop procrastiner. Moi, j'ai trop procrastiné, vraiment. Merci, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup en tous les cas d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Bio Entrepreneur sur BioBoss TV, bien sûr.